L'amélioration de la lutte contre le paludisme a finalement ralenti et même s'est détériorée en Afrique depuis 2015, puisque 95% du palu est observé en Afrique. Et donc, on constate une dégradation. MSF a traité 2,7 millions de cas de palu en 2020. Donc, si cette tendance doit être inversée, il faut améliorer l'accès et la couverture par des interventions de prévention. C'est tout à fait clé. Et aujourd'hui, je voudrais vous donner un panorama de plusieurs stratégies de prévention. Tout d'abord, la chimioprévention, puis ensuite les vaccins et enfin le contrôle vectoriel. Alors, je ne vais pas vous donner trop de détails, mais je voudrais simplement dresser le tableau qui permettra ensuite à nos panélistes d'intervenir. En 2020, l'OMS a démarré un examen officiel de ces directives en matière de chimioprévention. C'est un panorama assez général avec l'adoption de certaines parties des recommandations la semaine dernière on va être moins prescriptif et donner plus de latitude aux pays pour qu'ils aient des programmes qui soient vraiment adaptés à leurs besoins. Lorsqu'on l'utilise vraiment à grande échelle, le CPS a une efficacité protective de 70-80% pour les enfants qui sont couverts. Et au niveau de la population, ça nous veut dire qu'on a jusqu'à 50% de réduction dans le palu des cas cliniques. MSF a adopté très précocement la CPS et ça a été vraiment déployé à grande échelle depuis 2012, mais c'est quand même une couverture qui reste un peu lacunaire. Heureusement, les préoccupations à propos de la pression médicamenteuse qui sélectionne des souches résistantes ne sont pas matérialisées. Et plusieurs pays ont fait des expériences en élargissant le groupe d'âge cible, des enfants de moins de 10 ans, comme au Sénégal. Et on a eu des recommandations qui ont été publiées la semaine dernière et on voit qu'il n'y a pas de seuil épidémiologique, pas de limite d'âge, pas de restriction sur le nombre de tours. Donc, on peut au contraire encourager les pays à être créatifs et à adapter leur programme à leurs besoins. Plusieurs autres stratégies ont été recommandées ou seront bientôt recommandées dans ce nouveau guide. Alors, on ne va pas détailler, évidemment, mais je dirais que la plupart de ces stratégies sont opportunistes, c'est-à-dire qu'on donne des antipaludéens à des enfants en bas âge lors des visites de vaccination de routine ou aux femmes lorsqu'elles seront en soins anténataux. Et on a des stratégies différentes qui ont été efficaces de manière modeste pour prévenir le palu, mais on a toujours du mal à changer d'échelle, même si ces mesures sont relativement faciles à mettre en œuvre. Mais ça, le panel, évidemment, en débattra après. Enfin, sur le front de la CPS, on a parlé évidemment de la MDA, c'est-à-dire qu'on donne tout le traitement antipaludéen à toute la population et de manière répétée, avec plusieurs tours, plusieurs cycles. Alors, soit dans des contextes où on a peu de transmission, où on le fait pour réduire encore plus la transmission et l'élimination, ou dans des contextes de forte transmission comme au RDC, où c'est vraiment fait pour réduire la charge de la maladie. Mais d'une manière générale, et on peut faire la comparaison avec certaines autres stratégies, il n'y a pas tellement de preuves de grande qualité sur l'efficacité dans ces contextes de forte transmission. On manque de données. Et justement, la recommandation va être conditionnelle pour l'utilisation de sa MDA dans des contextes de transmission élevée. Donc, il faut continuer de documenter nos activités, par exemple, dans des contextes comme la RDC. C'est tout à fait critique. Alors, je vous ai parlé des stratégies de CPS. J'en viens maintenant au vaccin. Vraiment, la grande actualité de 2021, ça a été la recommandation de l'OMS de l'utilisation des RTC
RTS, qui est le premier vaccin antipaludéen à pouvoir avoir bouclé avec succès les essais de phase 3. Dans l'essai de pivot, après 3 doses, plus le rappel, l'efficacité a approché 36% à peu près 4 ans de suivi et a permis de prévenir à peu près 4 à 10 hospitalisations et 3 à 10 transfusions. Alors, c'est vrai que en fait, c'est assez modeste, mais l'efficacité est beaucoup plus élevée, à peu près 75% dans les 6 mois qui suivent la vaccination. L'efficacité assez modérée à long terme a entraîné une demande d'avoir une étude pilote à grande échelle pour voir si on pouvait reproduire ces résultats dans la vie réelle. Et cette étude pilote, elle a été faite au Ghana, au Kenya et au Malawi. Depuis 2019, elle est encore en cours, mais on a vacciné plus d'1 million d'enfants dans des programmes PEV de routine, et ça a confirmé les résultats des essais cliniques en montrant qu'on a à peu près 30% de réduction dans les hospitalisations dues au palu. Et surtout, ce qui est important, c'est que c'est bien accepté par les populations et que ça rassure aussi à propos de la sécurité de ce vaccin lorsqu'il est utilisé à plus grande échelle. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que ça a permis d'atteindre des enfants qui n'avaient pas accès à d'autres interventions de prévention. Et 70% à peu près des enfants qui n'avaient pas de moustiquaire ont pu être vaccinés. Et pour parler encore de ce vaccin RTS, on a des résultats très intéressants lorsqu'il a été associé à la CPS et quand on l'a administré de manière saisonnière. Et cette première série a été suivie par un rappel juste avant la saison des pluies. Au Burkina Faso, au Mali, les enfants ont été randomisés pour avoir soit la CPS seule, soit les deux, soit le RTS seul, soit une combinaison des deux. Et sur 3 ans de suivi, la CPS et le RTS saisonnier ont été à peu près équivalents en termes de protection, mais quand on a combiné, eh bien là, on a une réduction du risque de palu d'environ 60%. Donc peut-être que l'administration saisonnière pourrait être une façon d'améliorer l'efficacité de terrain de ce vaccin. Donc, sur la base de toutes ces données à propos du vaccin, eh bien, en octobre 2021, l'OMS a recommandé l'utilisation du RTSS dans les zones à transmission modérée élevée avec 3 doses d'abord à 5 mois pour les enfants de 5 mois, suivi par un rappel 1 an plus tard. Et ça correspond finalement au calendrier vaccinal classique. Et on a aussi mis l'accent sur la transmission saisonnière, où là, des rappels annuels pourraient être utiles. Et c'est vrai que comme on stagne dans cette lutte contre le palu, en dépit de défis que ça peut présenter, c'est un nouvel outil qui pourrait réduire le palu de 30 à 40%, et donc c'est une bonne nouvelle. Mais c'est pas aussi facile que ça, pas plus facile à dire qu'à faire. Car pour le reste de la décennie que nous avons devant nous, on va avoir un approvisionnement très limité, peut-être seulement couvrant 15% de la demande. Et même si on résout le problème du financement, puisque c'est un vaccin qui va coûter 5 à 7 $ par dose, il n'y aura pas assez de doses de toute façon. En raison de ce problème, l'OMS essaye de mettre en regard les principes éthiques tels que besoin, impact, équité, et tout en essayant aussi de rester transparent et responsable. Et il y a des pays qui ont été invités à demander des doses via le Gavi, et pour l'instant, il n'y a pas on ne prévoit pas d'avoir un accès indépendant via des acteurs humanitaires. Donc, on n'a pas encore le cadre finalisé de la distribution du vaccin
vaccins. Mais là, vous voyez cette carte à droite qui associe la prévalence du palu avec la mortalité des moins de 5 ans toute cause et qui pourrait être utilisée comme un outil pour prioriser les zones dans les pays où on devrait vacciner, avec les zones les plus foncées ici où on serait à une priorité maximale. Alors évidemment, souvent, ce sont des endroits où on n'a pas des systèmes de santé très robustes, peu de ressources, et si bien que ces endroits qui bénéficieraient le plus du vaccin sont les moins équipés pour le déployer. Alors, il y a des douzaines d'autres candidats vaccins contre le palu. Mais disons qu'à moyen terme, le plus prometteur, c'est celui qui a le nom de code R21, avec une structure assez similaire du RTSS, mais l'adjuvant est différent. Les résultats de phase 2 ont été très prometteurs, montant une efficacité à court terme élevée. Les premiers résultats de la phase 3 devraient arriver cet été, mais on ne sait pas encore si cette efficacité à court terme élevée sera confirmée lors d'un suivi à plus long terme. Donc, bon, on attend les résultats. Mais quand même, ce qui est positif, c'est que on a déjà un plan de commercialisation avec une préqualification prévue pour 2026-2027, ce qui pourrait alléger un petit peu les contraintes, desserrer les contraintes en matière de disponibilité. Alors, on a la chimioprévention, on a les vaccins, on a aussi le contrôle, la lutte contre les vecteurs. Et c'est vrai que les moustiquaires en sont la pierre angulaire, très efficace. Depuis plusieurs années, on a pu réduire jusqu'à 50% du palu et 17% de réduction de la mortalité toute cause chez les moins de 5 ans. Et ça, c'est quand même assez important. Malheureusement, en dépit des progrès réalisés en 2000 et en 2015, on peut dire qu'en 2020, eh bien, seulement la moitié des enfants africains de moins de 5 ans dorment sous des moustiquaires. Donc, alors que quand même, on sait qu'on pourrait baisser la mortalité toute cause des moins de 5 ans de 17%. Donc, c'est un scandale que ça ne soit pas plus répandu. Enfin, on a aussi l'IRS, Indoor Residual Spraying, la pulvérisation. Et là, seulement 5% des enfants africains en ont bénéficié en 2020, alors qu'ils étaient 11% en 2010. Avec l'IRS, avec la pulvérisation, on a des modifications d'efficacité en fonction de l'épidémiologie locale, mais c'est vrai que c'est perçu comme étant très laborieux à mettre en place logistiquement, mais MSF l'utilise au Burundi depuis de nombreuses années. Donc la dernière révision du guide recommande de l'utiliser, cette IRS, en particulier dans les contextes humanitaires. Alors, pour conclure, alors, désolé, parce que tout cela donne l'impression que c'est un peu pessimiste, mais quand même, on voit qu'on a beaucoup d'outils dans notre boîte à outils. D'accord, ils sont imparfaits, et j'ai fait référence. Alors, comment choisir la bonne combinaison en fonction de chaque lieu? Alors, on a, pour l'instant, le problème, ce n'est pas d'avoir des outils imparfaits, mais c'est qu'on n'a pas trouvé les bonnes combinaisons, mais c'est qu'on n'en a pas assez de ces outils. Alors, c'est vrai que le vaccin, le RTSS, c'est vraiment un atout, mais il va falloir aussi consolider l'utilisation de tous ces outils imparfaits pour prévenir le palu. Parce que le palu, c'est une pathologie, la première pathologie que nous traitons dans les terrains MSF. Et donc, la question à poser à nos panélistes et aux autres, d'ailleurs, c'est qu'est-ce qu'on peut faire d'autre et qu'est-ce qu'on peut faire mieux pour prévenir le palu plus efficacement. Merci de votre attention.